Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine, analysée, commentée et décortiquée par deux invités. Et pour cette semaine, nous recevons deux de nos confrères, Jean-Marie Kwasi Aoussou, plus connu sous la plume de JMK Aoussou. Il est le directeur général et directeur de publication du quotidien Dernière Heure Monde. À ses côtés, Sam Wakouboué, qui est le rédacteur en chef du quotidien L'Expression. Chers confrères, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est une semaine encore marquée par l'actualité politique avec tout d'abord les 100 premiers jours de Patrick Hachi à la tête du gouvernement. Le Premier ministre, qui assurait déjà l'intérim de son défunt prédécesseur Ahmed Bakayoko, a été confirmé le 26 mars dernier. Alors, comment les Ivoiriens jugent ces 100 premiers jours de Patrick Hachi à la tête du gouvernement ? Notre reporter Junior Cardin a promené son micro à travers les rues d'Abidjan, suivant quelques-uns de leurs avis. Moi, je trouve les 100 premiers jours du Premier ministre Patrick Hachi très florissants et nous avons espoir. La dernière fois, on l'a vu avec le problème du palmier de la ménagère. Certes, il est venu au marché, mais quand on vient au marché d'Adjamé, on n'a pas les prix réels des denrées. Il faut aller dans les marchés comme Coco Vico, comme Coco dit, tout a augmenté du simple au double. Et quand on veut se plaindre, on nous dit que c'est dû au délestage qu'on a eu. Les 100 premiers jours de Patrick Hachi, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. La vie est chère. Alors moi, je considère qu'il y a encore de grandes choses à faire. Surtout les prix des denrées alimentaires. Alors il faut qu'il essaie de voir avec son gouvernement. Lui, sa personne, il n'y a pas de problème. Seulement, ce que j'ai constaté dernièrement, les prix ont flambé, je ne sais pas pourquoi. C'est dans tous les secteurs. Le marché est cher. Légumes, même au supermarché, les huiles, tout a augmenté. Même la viande, poisson, s'il peut réduire les prix, c'est tout. Pour le moment, je pense que ça va. Bon, nous sommes dans le transport. Et puis, le transport est cher. On va essayer de voir comment il peut diminuer les taxes de carburant pour que la population aussi se sent un peu libre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le transport, tu vois que tout a augmenté. Sinon, à part ça, je pense que c'est bon. Écoutons à leur suite le coordonnateur général de la POESI, la plateforme de la société civile pour l'observation des élections, qui félicite le Premier ministre. Drissa Soulama exhorte Patrick Hachi à poursuivre les récentes actions de bonne gouvernance ayant abouti à la suspension de certains directeurs généraux de sociétés publiques. Je vous propose de l'écouter, il répond aux questions de Francis Kassi. Il serait un prétentieux de pouvoir faire une analyse exhaustive. Mais nous avons constaté qu'il a commencé à poser des jalons sur un certain nombre de questions, notamment sur les questions de gouvernance et sur les questions de lutte contre la pauvreté. Nous espérons qu'il va poursuivre dans ce sens. Nous avons constaté ces derniers mois qu'il y a eu plusieurs hauts fonctionnaires à la tête de certaines institutions qui ont été suspendues et il y a des audits qui ont été engagés pour évaluer leur gestion. Donc nous pensons que ce sont des pas sur la gouvernance. Mais il faut continuer aussi dans d'autres secteurs pour que la question de la lutte contre la corruption soit une réalité en Côte d'Ivoire. Il faut que tous ceux qui gèrent des fonds publics de l'État puissent se rendre compte, que ce soit au niveau des ministères, de tous les services qui sont concernés par les fonds publics de l'État, puissent se rendre compte de leur gestion. Alors, messieurs, dans ces deux extraits sonores reviennent la question de la cherté de la vie et celle de la bonne gouvernance. Vous, que pensez-vous des 100 premiers jours de Patrick Hachi à la tête du gouvernement ? JMK Aoussou. Je voulais d'abord féliciter le Premier ministre pour sa reconduction. Ensuite, dire que 100 jours, à mon sens, c'est très peu pour évaluer une action gouvernementale. Le principe des 100 jours est un principe que le président Ouattara, alors Premier ministre Foubrani, avait envoyé pour révolutionner un peu l'espace en matière de gouvernance quand il a été nommé Premier ministre en 1990. Mais je pense que 100 jours, c'est très peu. Mais déjà, comme l'ont signifié un peu les uns les autres avant nous, à son actif, on a aujourd'hui sa volonté de vouloir régler le problème de la gouvernance, surtout des entreprises publiques, des DG qui sont suspendus, des audits qui sont lancés dans les entreprises publiques. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis un certain nombre de temps dans ce pays. Mais à son passif aussi, il y a les prix des produits qui ont augmenté, dû à un délestage électrique qui ne disait pas son nom, que d'ailleurs son ministre de l'énergie a voulu transformer en rationnement, comme si on était dans l'ex-URSS, alors qu'en vérité on était dans un vrai délestage électrique.
Et les entreprises industrielles prenant au bon cela ont commencé à augmenter les prix des choses. Je vous dis que, par exemple, quand on prenait le ciment de 110 000 la tonne, on est aujourd'hui pratiquement à 115 000 la tonne. C'est du simple au double. L'huile qui était à 900 francs, les 90 centilitres, nous sommes aujourd'hui à 1250 francs les 90 centilitres. C'est quelques exemples que je donne. Alors qu'en vérité, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Comment est-ce qu'on s'en sort avec? Voilà aussi un autre problème. Mais je pense que, bien juger Patrick Achi, il faudra attendre encore peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Mais je lui donne des bons points. Il n'a pas mal commencé en tout cas. Je lui donne des bons points. Samoura Kouboué, sur les 100 premiers jours de Patrick Achi à la primature. Je vais rebondir sur ce que Guillaume a dit tout à l'heure. Il n'a pas mal commencé. 100 jours, comme il l'a dit, c'est vraiment peu pour mesurer l'action gouvernementale d'un État comme la Côte d'Ivoire. C'est quand même 322 000 km², plus de 26 millions d'habitants. Il y a trop de soucis. Quand Patrick Achi prend le pouvoir, il y a beaucoup de choses à faire. Régler tout ça là en 100 jours, ça ne doit pas être l'objectif de l'évaluation qu'il faut faire actuellement. Mais je pense qu'à son actif, quand même, il faut relever un fait qui est très important. Et ce fait-là, c'est que même si le Premier ministre défunt, Ahmed Bakayoko, a lancé la réconciliation des Ivoiriens à partir des démarches pour que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, c'est Patrick Achi qui a finalisé cette action. Et c'est à saluer. Ainsi que tous les partisans de Laurent Gbagbo, comme les Picasso, Katina. Tout récemment, on vient de voir un des hauts cadres du PDCI, Akossi Benjo, qui est rentré. Ça, ce sont des actions qu'il a menées et qu'il faut saluer. Concernant l'assainissement de la vie publique, c'est des choses qu'on ne voyait plus il y a longtemps. Ça rappelle un peu le président Alassane Ouattara en 90. Ce sont ces actions qu'il posait qui ont fait qu'une grande partie de la population ivoirienne s'est accrochée à son idéologie. Et donc, Patrick Achi, sur ce point-là, il est vraiment à saluer. Est-ce qu'on sent une méthode, une façon de faire, Patrick Achi? Est-ce qu'il est en train d'imprimer sa marque personnelle? Non, moi je pense qu'il ne faut pas trop aller dans le sens de sa marque personnelle. La vérité, c'est que la primature n'est qu'un démembrement de la présidence de la République. La marque de Patrick Achi, c'est d'abord avant tout la marque du président Ouattara. Il ne faut pas chercher à le mettre en palabre. Il travaille sous la dictée et sous la guidance du président Alassane Ouattara. Et je pense qu'il met bien en œuvre un certain nombre de choses que les Ivoiriens ont envie de voir. Moi, je suis très content aujourd'hui de l'opération de bonne gouvernance qu'il est en train de mener au niveau des entreprises publiques. Je le salue et je le soutiens à ce niveau-là. Mais enfin, il y a des DG qui avaient fini par croire qu'ils étaient devenus des potentats. Il y a des DG qui ne respectaient même plus leur ministre de tutelle. Tant le pouvoir financier et économique dans leurs mains était énorme. Quand on vous dit qu'un DG a payé cash 2 immeubles à Engrais, 9e tranche, à 1,7 milliard. Mais vraiment, si c'est avéré, ça va être peut-être l'une des plus grosses bourdes de ces 5 dernières années. Donc ça, je salue le Premier ministre Patrick Achi là-dessus. Et je vous précise même que, comme il veut mettre peut-être un peu d'humanité là-dedans, il ralentit peut-être un peu le président, mais le président, lui, veut frapper plus fort. Parce que moi, j'ai les informations de ce qu'il y a des DG dont le président a réclamé la tête, puisqu'il considère qu'ils ont trahi sa confiance. Donc, je pense que au-delà même de la marque peut-être personnelle Patrick Achi, il y a une méthode de gouvernance un peu révolutionnaire. Il faut même préciser que peut-être le Premier ministre Amadou Gon était en train de commencer. Malheureusement, la maladie l'a contrarié. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, malheureusement, n'a pas pu le temps de son intérim. Et aujourd'hui, le Premier ministre Patrick Achi est en train de concrétiser cela. Ousmane, quand même, sur quoi je voulais rebondir, c'est qu'il faut donner à César ce qui est à César. Il y a eu plusieurs premiers ministres qui se sont succédés à la tête du pouvoir. Ouattara était là avec eux. Gon perd son âme, Ambak perd son âme, Patrick Achi est arrivé aujourd'hui. S'il a mené cette action d'assainissement des sociétés publiques, même si c'est sur instigation, on pourrait penser, du président de la République, mais c'est Patrick Achi qui est aujourd'hui à la primature et l'action est arrivée. On peut dire que c'est sa marque. À son crédit. C'est à mettre à son crédit et c'est sa marque de gouvernance qui est ainsi faite. Donc c'est une bonne action qui est à saluer. En termes de perspective et de projection, Patrick Achi peut-il rêver d'un destin national? Autrement dit, est-il un dauphin putatif du président Alassane Ouattara? Bon, là, je préfère vous arrêter. Parce que vous allez le livrer. Tous ceux à qui on a voulu prêter un destin national ces derniers temps, on sait comment le destin s'est achevé. Non, je pense que pour le moment, il faut le laisser travailler. Mais ce que j'ai apprécié, c'est, comme le soulignait tout à l'heure mon frère Samoura Kouboué, dans le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et de certains exilés, on a senti sa touche. Ça, c'est intéressant. Vous avez vu le déplacement de Daoukro auprès du président Bédié, qui était dans un ordre familial, prendre sa part de deuil dans le décès de Conan Henri
chargé de mission du président Bédié, mais c'était hautement symbolique et politique. Parce qu'après ce qu'ils se sont dit à deux, en back-off, ça n'a pas été rendu public, mais ça a décanté beaucoup de choses. Donc je pense que pour le moment, il faut le laisser prendre ses repères, prendre possession de sa maison et s'orienter. Je vous précise que la primature, avec les 2 décès différents, était devenue un local où beaucoup de gens ne voulaient pas y aller et on ne lui prêtait pas longue vie. Donc si aujourd'hui il a retrouvé un brin de santé, je pense qu'il faut lui donner le temps de pouvoir se projeter. Mais, je le précise, la primature est un démembrement de la présidence de la République. Le définant constitutionnel, Patrick Kachi, il est aujourd'hui membre du RHDP. C'est un grand parti. Quand le moment viendra, je pense que le RHDP décidera de la personnalité politique qui va représenter ses intérêts au plan national. Mais est-ce qu'il y pense? Est-ce que c'est trop tôt? Moi, je pense qu'il y pense. C'est trop tôt et c'est prématuré. Et ce serait un peu de sa part pas trop prudent d'y passer maintenant, parce qu'il a beaucoup à faire. Les Ivoiriens parlent de beaucoup de choses, la cherté de la vie. Djemka a parlé tout à l'heure de stage. Mais je crois qu'il a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de défis à relever avant de songer à... S'il réussit l'action qu'il est en train de poser, ce sera la population elle-même de lui renouveler sa confiance. Et puis pourquoi pas le mettre à la tête de l'État. Si vous avez réussi, on ne fait que vous dire merci et reconnaître ce que vous avez fait. Donc ce ne serait pas mauvais. Alors, je vous propose maintenant d'évoquer la question de la réconciliation nationale avec l'appel lancé par Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI légal, au chef de l'État Alassane Ouattara et à ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Pour le secrétaire général du FPI, un rapprochement à l'initiative de l'État est possible à condition que la confiance s'établisse entre ces 3 personnalités. Écoutons donc à ce propos Isiaka Sangaré. Le président Affi-N'Guessan a rappelé l'impérieuse nécessité pour que les 3 acteurs majeurs, donc le président de la République et les 2 anciens présidents, se retrouvent pour des échanges. L'initiative pour des niveaux aussi élevés de l'État est facile à mettre en branle. Ça peut être du fait de l'État, ça peut être aussi du fait de certains acteurs qui sont des personnes ressources et qui pourraient, dans le jeu de coulisses, rapprocher les différents leaders. Vous pensez à qui ? Mais on a quand même des institutions pour lesquelles on a beaucoup de respect, des institutions dans le cadre religieux, on a des institutions dans le cadre associatif, on a des institutions dans le cadre des ONG qui ont du crédit. Mais le plus propice serait que cette initiative vienne de l'État. Je crois que l'État a mis en branle quand même certaines actions déjà. Et je le dis encore une fois, il faut saluer cela. Il y a eu pas mal de libérations ces temps-ci. Mais il faut davantage de confiance entre les uns et les autres. Mais cette confiance est-elle au rendez-vous ? Alors, il me semble que la volonté n'est pas encore engagée parce que le jeu de la confiance n'est pas totalement établi. Du côté du RHDP, le parti présidentiel, on estime qu'un dialogue tripartite n'est pas à l'ordre du jour. Son porte-parole principal estimant que la question de la réconciliation nationale concerne les élites et non le peuple, dont il affirme qu'il l'est déjà réconcilié. Voici les propos du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ceux qui font la demande d'un dialogue à 3, ils ont leur raison. Mais pour nous, ce n'est pas une priorité. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien puisse connaître la paix, que l'Ivoirien ait un minimum pour faire face à ses besoins quotidiens, et c'est à cela que le gouvernement travaille. Nous n'avons pas un problème de personnes particulières pour qu'on aille aujourd'hui dire qu'il faut un dialogue à 3. On a assez fait de dialogue. Aujourd'hui, nous sommes au travail et nous ne pensons pas que c'est parce qu'il y aura la rencontre de 3 personnes que définitivement la paix où la réconciliation va être faite. Les Ivoiriens sont réconciliés. Quand vous allez dans les villages, partout, les gens se parlent, les gens vivent ensemble. Peut-être que c'est au sommet que les uns et les autres ont des problèmes, mais ça se comprend parce que chacun veut acquérir le pouvoir. Ce n'est pas donc de bonne guerre que quelqu'un qui veut accéder au pouvoir accepte celui qui s'y trouve. Mais pour le moment, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Ce n'est pas la rencontre des 3 qui viendra bouleverser la donne. Nous disons que nous sommes prêts à recevoir qui fait la demande d'être reçu, mais nous ne sommes pas prêts à nous fourvoyer pour quoi que ce soit. Alors, messieurs, que pensez-vous de ces
deux points de vue divergents sur la proposition d'un dialogue tripartite entre Ouattara, Gbagbo et Bédié. Bon, moi, franchement, quand j'écoute le ministre Adjoumani, je m'étonne qu'il me dise qu'il est oufouettiste. Parce que les oufouettistes prennent la pensée du vieux qui est que le dialogue est l'âme des forts. C'est parce qu'on est fort qu'on n'a plus le besoin de dialoguer avec les autres, avec plus faible que soi. Et s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'oufouettisme, il n'y aura jamais assez de dialogue dans un pays. Même en France, le dialogue continue. À la veille même des élections régionales, il y a eu dialogue entre l'Élysée et les différents camps qui étaient en course. Quand on fait un dialogue, ce n'est pas venir occuper le fauteuil présidentiel, mais on dialogue pour baliser ce qu'il y a à baliser. Maintenant, si on pense qu'on est assez fort, qu'on peut se passer des autres, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème de la Côte d'Ivoire. Et ça me fait mal que ce soit le porte-parole principal du RHDP qui sorte ces genres de propos. C'est mal à propos, c'est malvenu et ce n'est pas conséquent. Le président Ouattara, pour que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, mais il a bien fallu que le président Ouattara accepte de tendre sa main. On l'a vu ici en Conseil des ministres, solennellement proclamé qu'il demande au président Gbagbo et à Charles Bégoudé de rentrer, que même leurs frais de transport seront pris en charge par l'État. S'il n'avait pas une volonté de dialogue, vous pensez qu'il aurait fait venir le président Gbagbo en Côte d'Ivoire? Maintenant, quand le président Gbagbo arrive, est-ce qu'on va vivre chacun dans son camp, comme l'a dit le représentant du FPI? Il y a vraiment un problème de confiance. Mais comment on fait tomber le mur de la confiance? C'est quand on se retrouve. Si on ne se retrouve pas, on fait tomber le mur de la confiance comment? Personne n'a envie de faire un coup d'État au RHDP. Mais le président Ouattara était un oufouettiste. Et je pense qu'au-delà même des clivages politiques, il a constamment cherché le rapprochement. C'est ce rapprochement qu'on veut consolider. Si on consolide ce rapprochement-là, c'est plus facile. S'il n'y avait pas eu un minimum d'entente entre le président Bédié et le président Ouattara, vous pensez que les élections législatives se seraient déroulées aussi tranquillement? Je vous rappelle que les dernières élections municipales qui ont eu lieu, je crois, en 2018, mais ces élections-là ont fait l'objet de violences particulières. Il y a eu mort d'hommes. Le gouvernement a déploré cela. Mais si ces législatives sont passées plus tranquillement, c'est parce que, quelque part, il y a eu tractation, on s'est parlé, et puis on a trouvé qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Moi, j'exhorte les uns et les autres à se retrouver pour discuter. Parce qu'il n'y a que dans le dialogue qu'on peut lever le mur de la méfiance. En partie, je suis un peu d'accord avec Djemka, mais je reviendrai sur cette question de façon essentielle. Mais ce que je voulais déjà dire, l'un des dialogues les plus importants pour moi, les plus essentiels, c'est d'abord le président Laurent Gbagbo rentrer. Il faut qu'à l'intérieur de sa maison, il essaie d'avoir l'initiative lui-même du dialogue au sein du FPI. Quand vous avez cet esprit de division au sein de votre parti, jusqu'à en arriver avec votre épouse, avec votre premier ministre, alors que vous êtes devenu président de la République en 2000, mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime le dialogue? Et c'est là que l'autre, Issaka Sangaré, parle aussi de confiance. Mais quand il dit que dans un État, il faut tout le temps dialoguer, moi je suis d'accord avec. Mais quand on va rentrer dans ce dialogue, on va rentrer dans les mêmes embrouilles, Ouaga 1, Ouaga 2, Accra 1, Accra 2, Pretoria 2, Pretoria 10. Mais attends, les Ivoiriens se plaignent déjà de la cherté de la vie. Il y a des actions à mener pour les Ivoiriens. Je ne dis pas qu'il faut occulter le dialogue, mais est-ce que les gens vraiment ont envie d'aller à l'essentiel? Et c'est ça qui est le problème. Il a dit tout à l'heure, le problème se trouve à la tête de l'État. Donc moi, c'est là où je dis que je suis un peu d'accord avec lui. Comme c'est les grands leaders qui ont un souci, il faut qu'ils trouvent une action pour qu'ils évacuent ce souci entre eux. On connaît cette Côte d'Ivoire. Quand on rentre dans cette action, toute chose cesse. Tout cesse. Le gouvernement même cesse de travailler. On est concentré que sur l'action. Si c'est au Ghana, ça va. Tout le monde s'en va au Ghana. Il n'y a plus quelque chose qu'on fait. On ne va pas bloquer l'État pour ça chaque fois. On ne va pas revenir à cette histoire-là. Il y a des gens qui veulent aller de l'avant. Il y a une jeunesse qui est là. Il y a l'employabilité de la jeunesse. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Ceux-là, vraiment, mais je crois que s'ils ne veulent pas s'attendre, la jeune classe aura l'occasion de les faire attendre. Non, restons sur la question de la confiance. C'est à croire que ça n'a jamais existé entre ces leaders politiques, encore plus dans le contexte actuel. Laurent Gbagbo rentré n'a jusque-là pas eu de mots. Non, pour le président. Il y a eu beaucoup de roubladises entre eux. Oui, c'est ça. Il y a eu tellement de roubladises. Il ne peut pas avoir de confiance entre eux. Que d'ailleurs, je suis en train de faire un éditorial là-dessus. Ouais. Ça commence en 1993. Le premier soutien du président Bédié, lorsqu'il doit prendre le pouvoir au décès du président Félix Houphouët-Boigny, s'appelle Laurent Gbagbo. Je me souviens de sa célèbre phrase: on ne se bat pas aux cheveux d'une mère malade.
Donc il vient, il soutient. Ouattara est mis hors jeu. Mais dès 1994, c'est le président Gbagbo qui s'allie à Ouattara au sein du Front républicain contre le président Bédié. Au point qu'il y a même un boycott actif des élections de 1995. Quand tout cela fusé en 1998, c'est Gbagbo qui vient discuter avec Bédié pour obtenir les concessions que la CNE va finalement transformer en avancée démocratique en 2000. Mais en 1999, quand le RDA vient discuter avec le gouvernement Bédié, ça échoue. Après, on se retrouve au coup d'État. Et puis après, ça se gâte encore au coup d'État. Souvenez-vous de la fameuse phrase, si c'est un coup d'État RDA, qu'on nous le dise. Et puis, ça éclate. Et finalement, les élections de 2000, c'est qui? C'est Bédié et Ouattara qui sont mis de côté. Et c'est Gbagbo et Gueye qui sont retenus. Ouais. Et puis, quand Gbagbo prend le pouvoir, ça devient quoi? C'est une crise permanente avec le camp Ouattara. D'abord, les événements de 7 et 8 janvier 2001, le fameux coup d'État de la Mercedes noire. Après, le problème du cercueil de nationalité de Ouattara. Finalement, en 2002, on a la rébellion. Mais le premier soutien ferme que Gbagbo reçoit, au lendemain même de l'attaque, c'est qui? C'est de la part de Bédié. C'est lui qui dit qu'il faut soutenir les institutions républicaines. C'est la phrase même qui apparaît la première. Et quand on sort de là, on est rentré comme ça. Finalement, en 2010, le premier soutien de Ouattara s'appelle Bédié. Jusqu'en 2018, quand ça se gâte, le premier soutien de Gbagbo aujourd'hui s'appelle Bédié. Demain, qui se retrouve contre qui? Donc, il n'y a pas de confiance, il y a eu trop de roubladises entre eux. Mais je vois que Djem Kanté de région d'Adjoumani, il a attaqué forcément, mais il le rejoint quelque part. Oui, non. On a assez dialogué. Le problème d'Adjoumani que j'ai avec Adjoumani, c'est qu'il ferme la porte au dialogue. J'ai dit, il ne faut pas fermer. Oui, ben, je veux dire que on a assez, il y a des défis. Peut-être qu'il exprime un ras-le-bol. Oui, c'est un ras-le-bol. Enfin, mais lui-même Adjoumani a plus de dialogue. C'est parce que le président Bédié a discuté avec le président Gbagbo qu'en 2002, Adjoumani est devenu ministre au gouvernement du 5 août 2002. Il est un fruit du dialogue. Bien sûr. Moi, je pense qu'il fallait qu'au dialogue. Mais je suis d'accord avec lui que, plutôt même avec Isiaka Sangaré, qu'il y a un vrai problème de confiance. Et comme le disait Sam Wakoubé tout à l'heure, quand le président Gbagbo arrive le 17 juin, on est tous euphoriques. Mais le lundi, qu'est-ce qu'on nous sait? Au lendemain de la messe à la cathédrale, c'est le divorce. Et le divorce, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas passé dans l'opinion. Ouais. Ce divorce n'est pas passé. Ouais. Et je ne suis même pas sûr que ce divorce passera. Ouais. On va revenir là-dessus. On va évoquer Simone Gbagbo. Okay. Alors, en attendant une rencontre donc à 3, une autre bipartite est prévue à Daoukro entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. À votre avis, c'est une visite de remerciement ou faut-il y voir un vrai rapprochement politique entre le FPI et de Laurent Gbagbo et le PDC d'Henri Konan Bédié? Je pense que c'est un retour de civilité. Le lundi 29 juillet 2019, le président Bédié est parti à Bruxelles, aller saluer le président Gbagbo qui venait d'être acquitté. Lui dit Yako par rapport au décès de sa mère, par rapport au décès de Sangaré. Je pense que quand il rentre au pays, c'est un retour de civilité. Si on voulait rentrer dans la politique politicienne, je pense que ce voyage aurait eu lieu avant le déplacement de la RDC. Si le déplacement de la RDC a été prioritaire, c'est parce que là, c'est un retour de civilité. Et là, je rejoins complètement Sam. Je ne pense pas que le président Gbagbo peut engager une action politique majeure aujourd'hui sans avoir nettoyé lui-même ses écuries. Et en l'espèce, dans ses écuries, il y a beaucoup de problèmes. Entre un FPI dit légal et un FPI dit gore, entre FPI dirigé par AFI et EDS qui se réclame de l'idéologie FPI proche de Gbagbo, il y a beaucoup de choses à régler au sein de la famille avant d'aller discuter avec quelqu'un d'autre. Maintenant, après, certains peuvent voir peut-être des volontés de faire des alliances, mais je ne pense pas qu'on conclue une alliance dans une visite qui dure à peine 5 heures de temps. Parce que quand je regarde bien le programme, il part pour revenir. À mon sens, c'est plus un retour de civilité. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis la visite du lundi 29 juillet 2019, que le président Bédié est toujours apparu comme une sorte de rempart, une sorte de soutien au président Gbagbo. Donc, aller lui rendre visite, à mon sens, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, après, est-ce que la politique va primer? Bon, j'attends de voir. Sam? Bon, je crois qu'il ne va pas faire que de la civilité simple. Non. Même si c'est juste 5 heures, comme Djem Ka le dit, ils auront l'occasion de voir comment vous peaufinez leur Parce qu'ils ont été aux élections législatives ensemble. Et puis, on a vu récemment Laurent Gbagbo à Maman lancer des éloges, des félicitations, avec toutes les expressions qu'il faut, les plus embellissantes à Guikawi. Tout ça, c'est une manière d'annoncer qu'il est partant pour l'alliance avec le PDCI. Donc, il ne pourrait pas aller à Daoukro juste pour lui dire merci de m'avoir soutenu quand j'ai perdu ma mère. Non, il est question qu'ils vont parler de l'alliance. Mais moi, ce qui est mon souci surtout ici, que le 2 contre 1 a toujours fonctionné. Non, mais ce qui est mon souci ici,
Laurent Gbagbo, il a eu trop l'occasion de roubladiser ses amis. Bédié, il est averti. C'est à son compte. Hein. Il est averti. Il n'échappera pas à ça. Donc, je suis sûr que quand il reçoit Gbagbo, il va prendre le temps de l'écouter. J'ose penser pour lui, hein, et de ne pas se jeter tout de suite dans ses mains comme une jeune femme qui vient de croiser un amant qu'elle aime bien, sans réfléchir, pour qu'à quelques mois après, il y ait un divorce. Il faut qu'il pense à beaucoup de choses. Parce que c'est une alliance qui, pour ma foi, n'aura pas les fruits que lui, il pense. Je ne suis pas sûr que le PDCI allié au FPI puisse porter, comme ça a été le cas avec le RDR et le PDCI. Je ne pense pas. C'est bien sûr, le PDCI a toujours été roubladisé. A été bien roubladisé par le RDR à travers le RHDP. Donc s'il est encore roubladisé par le FPI, c'est que c'est la continuité. Il faut tirer les leçons. Bien, vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine, commentée par deux de nos confrères, à savoir JMK Oussou, directeur général et directeur de publication du quotidien Dernière Heure Monde, et Sam Wakouboué, le rédacteur en chef du quotidien L'Expression. Intéressons-nous à présent à la cérémonie officielle d'hommage dédiée à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une levée de deuil qui s'est déroulée à Abidjan devant un parterre de personnalités, et les différents intervenants ont loué le courage, la loyauté et l'humanisme de l'homme qu'il a été durant toute sa vie, et l'émotion était à son comble, à en croire notre reporter Junior Cardin. Plusieurs personnalités se sont succédées pour les hommages. Le ministre Mamadou Touré, président du comité d'organisation, reconnaît en Amadou Gon Coulibaly celui qui a forgé sa vie. Parce que j'avais un idéal qui était donc le président Ouattara, que j'ai toujours aimé, mais que je n'ai pas connu de près. Et toutes les valeurs que je voyais en président Alassane Ouattara, de loin, j'ai vu toutes ces valeurs en Amadou Gon Coulibaly au quotidien. Tout en Amadou Gon Coulibaly est l'expression de la vision de leur mentor Alassane Ouattara, a reconnu Anne Ouloto, ministre de la fonction publique. L'amour du travail, mais l'amour du travail bien fait. La loyauté et l'honnêteté, le sérieux. La prise de parole du secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a fait monter le mercure en termes d'émotion. Je voudrais te dire, Amadou, merci de m'avoir formé, moi le chef d'entreprise, à l'extrême opposition du grand technocrate que tu es. Mais ton humilité, ta force de savoir tirer de chacun de nous ce qu'il y a de meilleur, a fait de toi le manager et le leader naturel que nous avons souhaité. La stabilité du pays était une mission que s'est assignée Amadou Gon Coulibaly, selon le Premier ministre Patrick Achi. Parce que le président Alassane Ouattara avait entre ses mains mis sa confiance, Amadou ne pouvait ni décevoir ni échouer. Il passait ses nuits entières à réfléchir et ses journées à nous recevoir tous, soit à son domicile, au bureau ou sur le terrain. Qu'il n'a pas entendu parler de la nécessité de nous retrouver dans cette aventure qui était la contribution de notre génération à la stabilité du pays. Les prières, un concert et l'inauguration du siège de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly sont également au nombre des cérémonies marquant le premier anniversaire du décès de l'ex-premier ministre. Alors, messieurs, des édifices érigés en son nom, un institut de formation du RHDP également en son nom, un livre autobiographique dédicacé récemment. Comment expliquez-vous tous ces hommages pour un homme que certains médias et certains réseaux sociaux avaient présenté comme étant fermé et sectaire ? Sam Wakouboué. Bon, je crois que la chute que vous venez de faire, l'opinion publique a eu ça d'Amadou avant qu'il n'accède à la primature. Alors, quand il est arrivé à ce niveau de la vie publique ivoirienne, les Ivoiriens ont remarqué que c'est un monsieur bosseur, fidèle, et qui a beaucoup d'initiatives, et qui a beaucoup d'amour pour la Côte d'Ivoire. Il a tellement travaillé pour son pays qu'il est mort même à la tâche. En plein conseil des ministres, qu'il a fait sa chute pour après décéder à la Pisam. Alors, vous voyez, les gens ont fini par comprendre que Amadou était vraiment quelqu'un qui méritait la confiance que Ouattara avait mis en lui. C'est ce qui justifie tous ces hommages. Je pense bien, c'est ce qui justifie tous ces éloges que la Côte d'Ivoire entière, aujourd'hui d'Amadou, il était un peu loin de la population, mais quand il est venu à la primature, quand il a été placé au niveau du Dauphinat constitutionnel, les gens ont vu que c'était un grand bosseur, un grand amoureux de la nation, un fidèle des fidèles du président Alassane Ouattara, et il a travaillé comme il se devait. JMK, tous ces hommages à l'endroit de quelqu'un, même un an après, vous comprenez Je mets ça dans le cadre peut-être de la symphonie inachevée. Je pense que le RHDP pleure aujourd'hui une symphonie qui est inachevée. Un destin qui a été brisé trop tôt. Voilà, qui a été brisé trop tôt.
Je pense que le président Ouattara lui-même était en train de passer la main. Et l'élément par lequel il passait la main, c'était Amadou Gon. Avec le décès d'Amadou Gon aujourd'hui, il passe la main par qui? Il a quand même 78 ans. Donc je pense que c'est cette symphonie inachevée-là que tout le monde pleure. Et puis je pense que s'il avait été candidat en 2020, si le destin ne l'avait pas arraché trop tôt qu'il avait été candidat, cela nous aurait épargné la crise pré- et post-électorale de 2020 qui a été quand même assez catastrophique. Donc je pense que c'est un peu tout ça. Mais Amadou Gon restera comme une sorte d'énigme pour les populations ivoiriennes. Et il faudra trouver les moyens de décoder cette énigme. Parce qu'il commence véritablement comme quelqu'un de sectaire. Moi, je retiens de lui un farouche défenseur de Ouattara qui ne faisait concession à aucun anti-Ouattara. D'ailleurs, son surnom, le lion, vient de là. Le fait qu'il était très farouche, très rude dans la défense de ses positions. Et il rugissait à chaque fois. Quand il s'agissait de défendre le RDR, de défendre le président Ouattara. Et on l'a toujours présenté comme quelqu'un de claniste qui a toujours favorisé sa famille, sa région et tout. Et puis je pense que c'est quand il devient Premier ministre que l'image commence à s'éclaircir. On découvre qu'il a des amitiés partout, qu'il est même transversal des régions. L'exemple typique, c'est le ministre Amadou Koné, enfant de Bouaké, puis produit, puis Baoulé, qui est son neveu. Moi, j'avais jamais su, avant qu'il devienne Premier ministre, que Amadou Koné était son neveu. Vous comprenez? Donc je pense que c'est quand il arrive à la primature que l'image commence à s'éclaircir. Et quand vous voyez les tournées nationales qu'il a faites, un peu partout, pour donner la lumière, pour donner l'eau, ça a permis vraiment d'humaniser l'image du personnage. Et malheureusement, le 12 mars, le président Ouattara lui confie, je peux dire, les rênes du RHDP, puisqu'il est désigné comme candidat par le président Ouattara qui avait renoncé le 5 mars déjà. Et malheureusement, le 8 juillet, on ne sait pas d'où c'est quitté. Il est mort à la tâche. Je rappelle qu'il est mort en plein Conseil des ministres. Ouais, tout à fait. Voilà. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand quelqu'un a eu une fin pareille, absolument, quelque part, ça crée un sentiment d'humanité. Il serait mort dans son lit d'hôpital, je ne suis pas sûr que ça aurait eu la même portée. Mais que malgré qu'il était malade, qu'il ait pris ses parapheurs, qu'il soit allé au Conseil des ministres, qu'il ait escaladé les marches, qu'il soit arrivé en salle de conseil et qu'il y meure, ça, dans l'esprit des Ivoiriens, ça restera. Maintenant, le RHDP pleure, le destin est très tôt brisé, et je pense que ça aussi, c'est à la dimension de la relation personnelle qu'il a tenue et entretenue avec chacun d'eux. Et je pense que le président Ouattara aujourd'hui est peut-être le plus meurtri. Est-ce que, comme on l'appelait affectueusement AGC, les initiales de son nom, Amadou Gon Coulibaly, est-ce qu'il a une vision, un héritage politique que le RHDP doit à tout prix préserver? C'est pour ça qu'ils ont créé l'Institut. Oui, l'Institut, comme Guillaume dit. Voilà, peut-être c'est pour ça qu'ils ont créé l'Institut, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un institut pour donner la vision politique de quelqu'un. Mais je pense qu'il avait une vision politique. J'ai encore en mémoire la dernière grande conférence de presse qu'il a faite en 2020, le grand oral d'Amadou Gon, près de 3 heures devant la presse nationale et internationale, à l'auditorium de la primature. Si vous réalisez ce qu'il a dit ce jour-là, vous pourrez voir la vision qu'il avait. Malheureusement, cette vision s'est arrêtée très tôt. Bien, les résultats du BPC 2021 sont tombés mardi dernier avec un taux de réussite de 41,27%. Ce résultat est en baisse par rapport à l'année dernière où l'on a eu un taux de 53,71%. Là-dessus, écoutons Mariam Dosso Nimaga, la directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans des propos recueillis par Carlos Kouandé. Les incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et dans le respect des procédures en vigueur. Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les 3 zones de composition. L'examen du BEPC 2021 a vu se présenter effectivement dans les 816 centres de composition 468 668 candidats. Dans cet effectif de présent, 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27% en 2021 contre 53,17% en 2020.
Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Concernant les statistiques par genre, 101 820 garçons, soit 41,28% sont admis, contre 91 578 filles, soit 41,21%. Les garçons ont connu un meilleur taux d'admission que les filles. Sam Wakouboué, est-ce que ce taux reflète le niveau de nos élèves ou est-ce que vous appelez en toute urgence à la tenue des états généraux de l'école en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, il y a une polémique qui a surgi autour de l'affaire. Certains faisant présenter le taux plus faible que celui de l'année passée comme une certaine fermeté, une certaine qualité, une certaine réussite de la part de la ministre actuelle par rapport à l'ancienne ministre Kanya Kamara. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Ce sont peut-être, c'est pas des analyses en matière d'éducation que je ne suis pas, mais ce que je sais, une régression ne peut pas être l'objet d'une qualité. Ça ne peut pas être à saluer. Donc moi, ça m'embête un peu quand on salue une régression comme un acte de réussite et de bons points. Et puis, il y a aussi eu la question des matières qui n'étaient pas au programme, qui se sont retrouvées entre les mains des élèves. Bon, il y a aussi eu la polémique autour pour voir cela comme un sabotage de l'ancienne équipe qui a précédé. Je veux dire ici que quand la ministre a pris les rênes de l'éducation nationale, elle est allée en France avec la directrice de la DECO, avec son DAF, avec son directeur de communication. Ils sont allés en France pour voir, puisque c'est là-bas se font les empaquetages des examens pour venir les distribuer ici. Alors, je pense qu'elle a eu le temps de vérifier qu'est-ce qui était à l'intérieur de ce qu'elle allait remettre le jour J des examens aux enfants. C'est son rôle, elle est payée pour. Quand vous prenez le fauteuil ministériel du ministère de l'Éducation nationale, quand Kanya Kamara s'en va, le mois qui suit, vous recevez vos salaires, c'est pour veiller à ça, que l'État de Côte d'Ivoire vous paye. Et quand ce n'est pas fait, acceptez le fait que c'est sous votre responsabilité qu'il y a eu cette erreur, qu'il n'est pas la peine de chercher des boucs émissaires ailleurs. Moi, je crois que c'est un peu là-dessus que je voulais intervenir et puis dire que la régression, bon, ce que ça va amener comme autre question à régler, c'est le nombre de classes. Et quand je le dis comme ça, vous ne comprenez pas déjà, mais tous ces doublants resteront en 3e. Et ceux de la 4e viendront les retrouver. Et l'année prochaine, c'est fort probable qu'on retrouve des classes pléthoriques. Donc, il faudra une politique. Est-ce qu'on a tendance aujourd'hui à laisser reprendre les classes aux enfants? On a tendance à les faire aller en seconde, pour les parents qui ont les moyens, repasser les examens. Non, pour les parents qui ont les moyens, parce que quand vous le faites partir en seconde, du coup, vous payez la classe. Ce n'est plus dans le public qui reste. Il n'y a plus de recrutement parallèle. Dieu merci, ça n'existe plus. Donc, du coup, vous allez payer une école privée. Et on sait aujourd'hui combien de fois les écoles privées sont chères pour le niveau de vie de nos parents, surtout des parents des villages et autres. Ils ne peuvent pas se donner ce luxe. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut prendre avec sérieux, qu'il faut analyser à froid, que de vouloir faire une guéguerre au sein même d'un même parti politique. Et moi, je ne trouve pas juste. Déjà, ça, il faut taire ça, et puis bon, il faut voir comment analyser ça. JM Kaoussou, sur les perturbations qui ont entaché le déroulement du BEPC, et puis sur ce résultat qui est en baisse de près de 11 points, près de 12 points d'ailleurs, par rapport à l'année dernière. Bon, moi, je suis un peu perplexe d'abord, parce qu'il faut préciser que la ministre Mariatou est arrivée à ce poste-là le 6 avril. Tout est pratiquement bouclé. Tout était pratiquement bouclé parce qu'on peut appeler l'équipe candidat, s'il y a même une équipe candidat. Ensuite, quand elle arrive, elle prend à bras le corps sa volonté de structurer les choses, de les restructurer. Mais un examen en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de choses. Et si vous voulez, on va en parler. Parce que le taux que nous, on a reçu, c'est même pas 41%. 48 heures avant, nous, on avait un taux de 18%. Voilà. Le chiffre qui a couru, c'était 18,33% d'admis au BPC. Après, on se retrouve à 41%. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais ça ne reflète même pas le niveau. Parce que quand vous allez aux oraux, que ce soit du BPC ou aux oraux du bac, les élèves, ils ne font plus d'efforts. Chacun sait comment ça se passe. Je suis parent d'élève. Il faut donner 5 000 à ton fils pour qu'il donne là-bas. Il faut donner 2 000 pour qu'il donne là-bas à l'examinateur. Quand ils arrivent, les surveillants qui soufflent les réponses aux élèves. Mon fils qui passe le bac cette année m'a dit qu'ils étaient en pleine composition de français. Quand l'examinateur a dit, il faut que je regarde les introductions. Il y avait 5 introductions identiques pour 5 élèves différents.
5 candidats différents avec 5 introductions identiques. Il a arraché les copies pour donner de nouvelles copies. Il dit reprenez, sinon votre salle va être fichée comme une salle où il y a eu la fraude. Aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp de fraude. On paye 10 000, on rentre, on compose les sujets, on envoie par WhatsApp. J'en appelle, moi, à la suite de la ministre, à vraiment de vrais états généraux de l'école ivoirienne. Ces chiffres-là, d'abord, c'est ce que Sam disait qui m'avait fait sourire. On ne peut pas prendre la régression comme un critère de qualité. J'ai jamais vu ça. C'est plutôt la progression qui est un critère de qualité. En plus, ce n'est pas un concours. Ouais, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Ça, c'est de 1. Donc, on dit qu'on a diminué de 11% le taux des admis et on applaudit pour dire non, c'est parce qu'on a serré. Mais attends, c'est rigolo. Et puis, on ne va pas à un examen pour que l'examen soit serré. Non. On va pour évaluer le travail des enfants. Qui a été fait toute l'année. Mais il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Pour une ministre qui a une équipe qui est censée suivre le déroulement des examens, qu'on se retrouve avec des sujets sur 3 matières différentes qui n'ont rien à voir avec le programme scolaire, il y a un problème. Que ce soit sur une seule matière, on peut comprendre. On l'a vu en maths, on l'a vu en histoire géo et en sciences physiques. Comment on peut expliquer ça à l'Ivoirien lambda et puis il va comprendre. Aujourd'hui, vous pouvez mener une enquête. Je suis parent d'élève, je le vis au quotidien. Quand mon fils partait au bac, du premier jour à ce matin, chaque jour, j'ai dû lui donner de l'argent. Quand je ne veux pas, il me dit, papa, tu vas me mettre en difficulté. Je connais, mais donne-moi, je vais donner pour qu'on me colle la paix. Les examinateurs eux-mêmes le savent. Les présidents des centres le savent. Madame la ministre le sait. Il y a une norme état là-dessus, mais on ne va pas se taire tout le temps. Voilà. Et puis, quand on voit les résultats du BPC, ça prédit de ce qui va arriver au bac. Parce que le bac a été plus rude. Vous avez vu l'entrée en 6e. Ça faisait pitié. Mais je pense que tout ça, Hachi Patrick, en tant que Premier ministre, il a du boulot. Il a du boulot. Vraiment, je ne l'envie pas. Il a du boulot. C'est pourquoi l'évaluer en 100 jours, voilà. Je trouve que c'est un peu trop tôt. Prématuré. Parce qu'il a du boulot. Il a du boulot. Bien, messieurs, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez brièvement ces actualités, mais cette fois sans illustration sonore. Alors, il y a eu tout d'abord la sortie de Simone Gbagbo, qui était très attendue. Elle s'est fendue d'une adresse sur sa page Facebook. Quel décryptage faites-vous du message qu'elle a eu à passer? Moi, quand j'ai lu la sortie de Simone, j'ai vu qu'elle a pris le pas sur Laurent Gbagbo lui-même. Et c'est bien la hauteur. Quand certaines personnes disent qu'au sein du FPI, c'est Simone qui était la pièce maîtresse des réflexions et des stratégies, on a compris que par là que c'est pas faux. Parce que regardez même le 17, quand Laurent Gbagbo revient, et qu'il fait des gestuels tout au chaud d'humiliation vis-à-vis de Simone. Il a pensé qu'en envoyant un de ses anciens ministres pour dire à Simone de ne pas venir, c'est que lui-même il a marié la dame sans la connaître. C'est une dame combat, c'est une dame politique. Elle allait forcément venir. Il était censé le savoir. Mais quand elle arrive à l'aéroport, Gbagbo doit savoir que Simone, à ce instant-là, elle y tire les profits plus que lui. Aujourd'hui, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, qu'elles soient du RHDP, du PDCI, du FPI, GOR, ou bien autre chose, et ça se voit sur les réseaux sociaux, ont pu faire cause pour elle. Et c'est à son avantage, et c'est ce qu'elle recherchait, elle a obtenu. Elle est en train de prendre du poing sur Laurent Gbagbo qui est en train de s'affaiblir de jour en jour avec cette affaire. C'est pourquoi quand on veut en parler, et puis ses partisans sont là, non, c'est sa vie privée, pourquoi vous voulez en parler? Le monsieur est en train de se détruire. Politiquement, il a un grand groupe derrière lui. Donnez des conseils sages pour qu'il arrête cette affaire. Mandela, il était en prison, il avait toutes les preuves de ce que sa femme a fait, des choses qui n'étaient pas du tout commodes. Mais quand il est revenu, il a géré l'affaire dans le respect de Winnie. Toute l'Afrique du Sud, même si Mandela devait mourir au pouvoir, il n'allait pas avoir de problème. Les gens même de lui ont proposé. Mais au vu de ce qu'il représentait, l'image que sa femme traînait, alors qu'il était 27 ans en prison, il s'est dit, au moment où j'ai mon mythe, que je me tiens, je préfère partir. Et c'est comme ça qu'il est parti. Quand vous prenez DSK en France, l'élection de 2012, mais c'était à sa portée totale. C'était le favori, mais il est parti. Quand vous prenez même Hollande, qui après dans le PS a pris le pouvoir, mais il a suffi qu'il saute d'un scooter pour rentrer dans les appartements de sa maîtresse, pour qu'il n'ait qu'un seul mandat à faire, il est parti. Même Berlusconi en Italie, tout ce que je cite là, ce sont des affaires privées. Mais quand on est à un niveau où Gbagbo est là, il n'y a plus de privé. Parce que quand vous êtes à ce niveau, vous êtes un modèle de tous ceux qui croient en vous. JMK Oussou, dans le message de Simone Gbagbo, est-ce qu'elle laisse transparaître des ambitions politiques? Oui, c'est clair. Oui. C'est clair que c'est la guerrière, c'est la combattante, c'est la passionnariat. C'est même un message typiquement politique.
Parce qu'à aucun moment, elle ne fait référence à sa vie privée là-dedans. Alors qu'elle avait là un boulevard pour régler ses comptes. Non. Elle n'a parlé que politique. Elle a dit, restons fixés sur la vision. Sur la vision. Et la vision, vous savez ce que c'est. Donc, moi, j'ai apprécié le message. Je l'ai dit en début d'émission, que j'avais trouvé totalement prématuré l'annonce du divorce du président Laurent Gbagbo, même si j'avais les éléments d'information ici que dans le couple, ça n'allait pas. Mais on a pensé tous que ça aurait pris peut-être 5 mois, 6 mois, et puis on rentrait là-dedans. Mais vous arrivez le 17, et le lundi 21, vous nous servez le divorce. Il va de soi que ça ne passe pas. Et Simone en profite. Après, vous partez à Maman, vous remerciez Nadi pour avoir parcouru 400 km 3 fois par semaine. Mais il oublie qu'il a eu un accident sur la route de Divo en son temps avec Simone Gbagbo. C'était des kilomètres qu'ils étaient en train de parcourir comme ça. Elle a parcouru toute la Côte d'Ivoire lors de ces élections. Ça, si on compte ces kilométrages-là, c'est assez grand que ce que Nadi a parcouru. Il faut qu'il ait un peu de triomphe modeste. Est-ce que vous voyez Simone mener le combat au sein du FPI ou sortir du FPI pour créer par exemple un parti politique? Non, moi je ne crois pas à l'idée de création d'un parti. Simone est assez futée pour savoir qu'un parti. Mais vous savez ce qu'est qu'un parti politique? Implanter un parti politique, elle y a passé toute sa vie pour le FPI. Et ils n'ont même pas achevé l'implantation du FPI. Je pense que Simone aujourd'hui, Gbagbo a quand même 76 ans. Voilà, elle aussi, elle commence à dérouler. Elle est à 72. Elle a 72. Elle peut prendre le relais. Voilà, elle s'est dit qu'elle peut prendre le relais. Ouais. Ça, c'est pas impossible. Mais il y a un peu un mélange de gens qui gênent. C'est 2 animaux politiques au sein d'un couple. Maintenant, ce que moi je souhaite, c'est que la famille triomphe. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à des déchirures. Parce qu'en France, il y a eu un couple mythique. François Hollande, Ségolène Royal. Mais ils ne sont jamais arrivés à une déchirure publique. Les uns ont superposé leurs ambitions sur les autres. Et ils se sont suivis comme ça. Je crois, Ousmane, comme il va chez le président Bédié, je pense bien que le président Bédié, qui a sa biche royale, qui est un exemple de solidité des couples, et aura l'occasion là pour donner quelques petits bons conseils à son jeune frère Laurent Gbagbo sur comment maintenir un couple. Voilà, je crois. Alors, rapidement, messieurs, le conflit de compétences qui oppose la mairie du Plateau au district autonome d'Abidjan relativement à la destruction d'un ouvrage d'embellissement par le district. Épiphénomène ou faut-il s'en inquiéter avec l'avènement des 12 districts supra-régionaux pour ce qui est des compétences? Ousmane, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà eu un conflit plus grave entre le district d'Abidjan et la mairie de Port-Boué sur la gestion de l'abattoir. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas comment ça a été tranché. Les jours pairs, ça appartient au district, les jours impairs, ça appartient à la mairie de Port-Boué. Et c'est la même chose aujourd'hui. Bon, je pense qu'il faut que les élus locaux, les ministres, gouverneurs et autres... Qui viennent s'en rajouter? Non. Comment définir les parcelles? Il y a eu une très belle intervention de l'ex-préfet Vincent Toby là-dessus. En principe, il ne doit pas avoir de conflit de compétences. En principe. Et je pense que pour lever ces principes-là, on peut se retrouver dans un bon séminaire pour recadrer les choses, pour dire à chacun ce qu'il doit faire. Parce que au-delà de tout ça, en fait, c'est le mangement. C'est les marchés à tripier, c'est les royalties sur les marchés. Non, on sait ce que c'est. Sinon, franchement, en plein plateau, des travaux d'embellissement initiés par la mairie, comment est-ce que ces travaux-là deviennent problématiques au point que le district vienne casser ces travaux? Ça pose un problème. C'est un espace que le district utilise pour les fêtes de fin d'année. Vous savez, en termes d'espace... Bon, c'est pas, mais au regard de la loi 2003, les choses sont quand même bien définies dans les compétences des administrations territoriales, mais je pense que ce qu'il faut retenir dans ces conflits-là, c'est qu'il y a aussi la problématique politique en bas de tout ça. Les gens sont en train de se battre à gauche, à droite, parce que chacun a son appartenance politique. Donc, quand moi je suis de tel parti, l'autre est de l'autre parti, bon, je peux mener peut-être des actions pour saboter son image et faire perdre son parti à la prochaine élection. Il y a tout ça aussi. Mais il y a aussi, comme J.Pouka l'a dit, l'intérêt financier. C'est tout ça. Sinon, la loi est claire là-dessus. Ils savent. Bien, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait JMK Oussou, directeur général et directeur de publication du quotidien Dernière Heure Monde, et Sam Wakouboué, rédacteur en chef du quotidien L'Expression. J'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Mamadou Kaba-Silla. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.
radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.